Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film aujourd'hui s'appelle Wonder Woman. Il est réalisé par Patty Jenkins, il est sorti en 2017 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Nous continuons donc notre recap du DC Universe avec donc ce film réalisé par Patty Jenkins et qui est donc la suite de l'univers du DCU après Suicide Squad. Patty Jenkins, c'est qui? Eh bien, c'était notamment la réalisatrice du film Monster, film qui tournait autour de la vie d'une serial killeuse australienne ou américaine, je ne sais plus, et qui avait permis notamment à Charlize Theron de gagner un Oscar, notamment parce que dans le film elle était grimée, elle avait des effets spéciaux assez forts, on lui avait fait prendre, je crois, 10 ou 15 kilos, mais vraiment avec des effets spéciaux, avec un masque et tout. C'était très réussi, et elle était vraiment très bien dedans. C'est un film dont j'ai un plutôt bon souvenir, même si c'est un film terrible, hein, c'est une sale histoire, même si la fin me semblait un peu grandiloquente de manière bizarre, comme si que le film devait se finir sur quelque chose d'assez comme ça, ouais, grandiloquent, j'ai pas d'autres mots. Il faudrait que je le revoie pour me refaire une idée, je ferai peut-être une review dessous prochainement, mais à l'époque j'avais trouvé que c'était un film pas mal. Et donc, après avoir amené Charlize Theron à l'Oscar, eh ben, elle a pas fait d'autres films, Patty Jenkins, elle a essentiellement tourné pour des séries télé que j'ai pas vues, et donc s'est retrouvée sur Wonder Woman. Bon, c'est plus compliqué que ça, j'évoquerai ça après, mais pour moi déjà ça c'était un bon signe, parce que ça veut dire qu'elle avait gardé une certaine liberté de ton vis-à-vis des studios, ou qu'au moins elle aurait une certaine fraîcheur. C'est pas un réalisateur ou une réalisatrice qui avait tourné plusieurs films, ou un ou deux films, ou même un film avec les gros studios, et à qui les studios savaient grosso modo où ils allaient mettre les pieds. C'était vraiment un choix plutôt couillu de Warner Bros. De revenir vers elle, sachant qu'elle avait fait un film quasiment 12 ans avant, et qu'elle revenait un petit peu là au cinéma de très grands spectacles, avec un gros budget derrière elle. Mais bon, en même temps, c'était un petit peu le choix qu'avait fait le DCU depuis le début, d'avoir des réalisateurs relativement singuliers, comme Zack Snyder, qui est très singulier, David Ayer, qui avait déjà un univers bien à lui aussi quand même. Donc des mecs plutôt bankable en termes de réalisation, mais avec un vrai univers. Même si, pour la petite parenthèse, Ayer a eu du mal à rebondir depuis Suicide Squad, notamment je ferai une review sur le film Bright, qui est un film assez problématique. Je ferme la parenthèse. Donc Patty Jenkins arrive donc sur Wonder Woman et fait le film dans un contexte particulier, puisque Wonder Woman arrive après l'échec critique, vraiment, de Suicide Squad. Heureusement pour Wonder Woman, le film avait été tourné, donc Wonder Woman avait été tourné en parallèle de Batman vs Superman, ce qui n'a pas permis à la production de faire des multiples reshoots, vous savez, comme ils font à chaque fois quand ils s'inquiètent chez Warner Bros. Et du coup, ça a permis au film de rester entier, de ne pas subir des reshoots, des remontages et des conneries comme ça. Ça a été aidé par un deuxième phénomène, c'est que le film est arrivé après un petit peu un mouvement politique très fort de féminisme qui a pu s'affirmer, surtout dans les médias sociaux, notamment avec In fine le fameux balance ton port, le fameux hashtag balance ton port sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ce grand retournement, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau de l'univers du cinéma, avec l'affaire Weinstein qui a prouvé que voilà, les femmes, si on avait besoin de le savoir, étaient harcelées, manipulées et subissaient d'énormes et de terribles pressions dans différents milieux, le cinéma, mais aussi ailleurs. Et donc le film a été probablement favorisé, entre guillemets, hein, par ce tempérament fort, politique et social, ce qui fait que Jenkins a été bien soutenue, pas plus soutenue que d'habitude, mais juste bien soutenue, et qu'elle a pu faire le film qu'elle voulait faire. Pour la petite parenthèse, dans le making-of, ils insistent bien sur le fait, dans le making-of de Wonder Woman, ils insistent bien sur le fait que le tournage a réuni beaucoup de femmes, aussi bien à la production qu'à la post-production, que sur le tournage et tout ça. Et perso, je trouve ça triste, parce que ça veut dire qu'en 2017, on apprécie encore ce genre de choses, dire « Ah, il y avait beaucoup de femmes, c'était bien qu'il y ait beaucoup de femmes sur le tournage », alors que ça devrait même pas être un sujet, quoi, en fait. Voilà, est-ce qu'une femme peut aussi bien bosser qu'un homme? Oui, enfin voilà, quoi, ça va de soi. Excusez-moi, je vais avoir le timbre de voix un peu particulier, je suis assez malade, je suis toujours en plein déménagement, donc vous m'excusez, ça va être un petit peu désagréable à écouter, je vais essayer de faire mon maximum et de boire entre mes différentes pauses, et de pas vous imposer une voix trop rocailleuse, et de pas vous imposer trop souvent mes moments où je renifle. Excusez-moi pour le désagrément, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça vous dérange le moins possible. Donc voilà, le film a donc pu se faire et rester un petit peu le projet qu'il était à la base. Faut bien comprendre qu'il avait forcément moins de difficultés à rester ça, puisque c'est une origin story. Ça veut dire que quel que soit le résultat du film, a priori, il n'y avait pas pour but
de se développer sur 2 ou 3 films avec le même univers. Il s'agissait vraiment de faire une origin story, une histoire qui pouvait tenir toute seule dès le départ. Et donc ça favorisait aussi quand même bien l'absence d'une post-production trop lourde ou trop difficile à gérer en termes narratifs pour Patty Jenkins. Et donc, Wonder Woman, c'est un film qui est arrivé avec une grosse vigilance de la part des fans, de la part des gens qui étaient fatigués. Le DCU commençait vraiment à fatiguer les gens après les déceptions relatives de Man of Steel et de Batman vs Superman. Déjà, Batman vs Superman avait déjà beaucoup plus énervé les gens. Hein. Je vous renvoie à la vidéo du Fossoyeur de pas du Fossoyeur de film, excusez-moi, du Nostalgia Critique en anglais, où il défonce Batman vs Superman sur le fait que, voilà, comme je le dis dans ma review de Batman vs Superman, on a vendu une confrontation entre les deux personnages qui en fait n'existe pas et qui n'a pas vraiment lieu dans le film. Donc tout le monde était un petit peu à bout après l'échec artistique assez total de Suicide Squad. Et donc le pitch de Wonder Woman. Alors que Wonder Woman, Diana Prince, est en train de faire des recherches pour son travail d'archéologue à Paris, elle reçoit une mystérieuse mallette de chez Wayne Enterprise. Ce message de Bruce Wayne lui montre la fameuse photo dont il lui avait parlé dans Batman vs Superman, la montrant à côté de soldats de la Première Guerre mondiale. Cela ramène plein de souvenirs dans la tête de Diana Prince. Alors qu'elle était toute petite sur l'île de Themyscira, Diana voulait déjà apprendre à combattre, alors que sa mère ne le voulait pas, la reine Hippolyta. Sur l'insistance de la sœur de la reine, Antiope, Diana se met à s'entraîner à partir de son plus jeune âge et de son adolescence pour devenir la plus forte des Amazones, selon les désirs de la reine. Mais un mystère tourne autour d'elle, autour de sa force et autour de toute la mythologie qui a fait naître l'île de Themyscira. Themyscira est née alors que les dieux se sont combattus les uns les autres pour savoir si l'humanité devait continuer à exister. Et finalement, Zeus a dû se débarrasser de son fils, Arès, et donner aux Amazones une île pour qu'elles puissent se protéger et continuer à protéger les hommes, à leur inspirer la paix. Alors que Diana est toujours un peu plus troublée par le mystère autour de sa force et de son pouvoir, arrive sur l'île de Themyscira un soldat anglais, pourchassé par des soldats allemands. Après une bataille sur la plage qui laisse mourir la tante de Diana, Antiope, Diana décide de partir vers le monde des hommes, où la plus grande des guerres a commencé, et selon elle, c'est l'endroit où se trouvera Arès. Arès, qui est l'objectif de toute la vie des Amazones, le dieu de la guerre qui doit être arrêté, car sinon il provoquera la guerre de toutes les guerres. Ça, c'est vraiment juste le début, puisque le contexte du film se passe essentiellement durant la Première Guerre mondiale. Ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est que le film est bon. Voilà, je ne vais pas faire d'histoire et de longs discours. C'est un film plutôt bien écrit. Le personnage de Wonder Woman est vraiment bien amené. Il est globalement plutôt bien présenté, et il y a une ligne directrice qui suit tout le film, c'est que c'est un personnage naïf, certes, dans le film, mais un personnage aussi qui a été éduqué comme ça. Elle a été éduquée pour croire que... non pas pour croire, mais pour tout simplement être au service de ce que font les Amazones, c'est-à-dire chercher à inspirer les hommes le mieux possible et combattre Arès, le dieu de la guerre, qui essaie lui de les détruire. C'est une des premières choses que je trouve qui fonctionne bien dans Wonder Woman, c'est que sa naïveté est tout à fait cohérente. C'est simplement quelqu'un avec une très très grande candeur. C'est pas forcément quelqu'un d'idiot ou de naïf au point d'en être stupide, mais plutôt quelqu'un qui a des valeurs très fortes, et ces valeurs sont paraissent par définition naïves dans un monde d'adultes. Elle est constamment confrontée, et ce même chez les Amazones, à sa mère ou à d'autres Amazones qui voient un peu la fraîcheur et la naïveté qu'elle a, mais en même temps, ça lui donne aussi cette volonté qui fait d'elle quelqu'un de particulièrement décidé et qui croit particulièrement en ses objectifs. Ça fait de Wonder Woman un personnage qui, par exemple, à l'inverse de Thor, qui avait une naïveté un peu arrogante, a ici une naïveté teintée de beauté et qui cherche vraiment à défendre ce qui est bon, entre guillemets.
Le film a du coup un double regard, puisque très vite le personnage de Steve Trevor est présenté, c'est le fameux soldat anglais dont je parlais avant, et qui sera grosso modo le personnage, le compagnon de Diana, et qui va lui faire découvrir le monde des hommes, et notamment l'amener au front, là où elle veut aller, puisqu'elle pense que c'est là qu'elle va trouver Ares. Et je dois vraiment souligner la qualité de l'interprétation de Chris Pine aussi, qui, comme d'habitude, est un acteur vraiment brillant. Je dirais pas qu'il est excellent ou super, parce que je l'ai rarement vu faire des rôles différents de celui du personnage de Steve Trevor, mais c'est le genre de rôle qu'il fait bien. Bah oui, mais c'est un peu biaisé avec moi, j'apprécie déjà la nouvelle mouture de Star Trek où il joue le capitaine Kirk. Et je le trouve ici, encore une fois, très bon. Il est tout de suite très, très vite malin, parce que c'est un espion, et il a la capacité de s'adapter, ce qui fait que je trouve que c'est très lisible, que très vite il s'adapte à elle, même s'il lui trouve des naïvetés et des choses et ainsi de suite. Il a très vite du respect pour ce qu'elle croit, et surtout, tout simplement pour le fait qu'elle est dans un autre monde que le sien, qu'elle a d'autres types de valeurs. Et ça, je trouve que ça marche vraiment très bien, ce qui fait que ça donne lieu à des dialogues entre eux, peut-être les meilleurs dialogues du film. C'est vraiment très bien écrit, il y a notamment un dialogue au début du film où ils sont en train de partir tous les deux. Ils sont sur un bateau qu'ils ont pris aux Amazones hein, pour partir. Et ils évoquent notamment la question du mariage ou la question des rapports sexuels entre hommes et femmes. Et là, le film a déjà 2-3 finesses que j'ai trouvées très bonnes. La première, c'est que Steve Trevor n'est pas un idiot qui va grosso modo être, ça aurait pu être facilement le cas, lourd avec elle ou se moquer un peu bêtement. Au contraire, il a beaucoup de respect. Et de l'autre, il n'y a pas ce truc naïf elle est naïve de tout, absolument tout, parce qu'elle n'a pas été dans le monde des humains. Non, elle a des objectifs et une candeur dont elle a plus ou moins conscience, puisqu'elle a étudié, en parallèle, elle le dit par rapport, je crois, les 12 tomes d'un traité sur les rapports sexuels entre hommes et femmes. Et ça marche très très bien, c'est une scène vraiment drôle, vraiment fine, et ça parle très bien de leur rapport et de leur différence de point de vue qui va se développer tout au long du film. Je trouve que c'est vraiment à partir de là que le film décolle. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que toute la première partie que j'ai évoquée dans le pitch, notamment sur l'île de Themyscira, et où on voit les Amazones, l'entraînement un petit peu de Diana, le conflit entre sa mère et sa tante pour la préparer à être une Amazone combattante, puisque sa mère le veut pas au départ et tout. Je pense que ça a deux difficultés. La première, c'est que l'univers des Amazones est pas si crédible que ça. Grosso modo, c'est des femmes qui vivent sur une île et qui s'entraînent toute la journée. Donc il y a une sorte d'absence de... C'est difficile de rendre ça, je pense, crédible au-delà d'un certain point, parce que qu'est-ce qu'elles font de leur journée à part attendre que Ares arrive? Et même si c'est le cas, il faut s'imaginer qu'elles sont là depuis très très longtemps. Alors bon, l'île est un paradis et tout ça, on voit plus ou moins qu'il y a un village et que tout le monde s'entraîne pas à se battre et que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Mais il y a, je trouve, quelque chose d'un peu cotonneux de nouveau, mais c'est toujours difficile de donner de la chair à des univers comme ça. Hein. Je critique, mais je trouve que le film s'en sort pas si mal, parce que c'était très difficile, je pense, de donner de la chair à cet univers-là. Du coup, le film va un peu vite, et a du mal, je trouve, à donner une certaine valeur aux relations entre Diana, sa tante Antiope, qui va l'entraîner, et sa mère, qui sont jouées respectivement par Robin Wright et par Connie Nielsen, hein, les deux actrices jouant très très bien comme d'habitude, même si j'ai pas forcément vu l'intérêt d'avoir des actrices de ce niveau-là, dans des rôles aussi finalement unidimensionnels, je caricature à peine. Parce que de toute façon, il y a déjà un premier truc qui m'a globalement dérangé, c'est qu'on les voit beaucoup s'entraîner, se battre, ainsi de suite. Et pour quelques plans que je trouve plutôt réussis, plutôt sentis, où on sent vraiment des combattantes, il y en a d'autres que j'ai trouvé beaucoup plus... Ça virevolte un peu, ça manque un peu comment dire, d'impact. Mais je critique pas ça forcément que sur ce film. J'en ai pas parlé forcément dans ma critique sur Batman vs Superman, mais dans Batman vs Superman, autant il y a des plans de combat qui sont dingues et qui sont très nerveux. Notamment, j'en ai parlé, la séquence où Batman va sauver plus ou moins la mère de Superman, et que voilà, il explose des gars. Il y a vraiment une suite de plans qui est géniale, qui est nerveuse et tout. Il y a un moment où on voit une sorte de futur alternatif, et là je suis beaucoup plus comment dire, modéré sur la chorégraphie des bastons. Tout est un petit peu plus lourd, un petit peu moins bien senti. Il y a des coups, on se dit non mais d'où ça vient, enfin voilà. Je chipote parce que c'est de l'action, donc ça passe
plus facilement comme quand c'est moyennement fait à l'œil. Mais je trouve que par rapport au niveau global des combats de Man of Steel ou des meilleures scènes de Batman vs Superman, c'était déjà pas terrible. Et là dans Wonder Woman, notamment au début, je trouve qu'après dans le film, heureusement, c'est plus le cas. Mais dans ces premières scènes avec les Amazones, c'est un peu par moments un petit peu poussif. Même si la fameuse bataille sur la plage contre les soldats allemands fonctionne plutôt bien, même s'il y a quelques plans qui sont un petit peu... Bon voilà, tout fonctionne pas parfaitement. Il y a quand même globalement des beaux trucs. On voit notamment à un moment donné là, le personnage de Robin Wright, ou plutôt sa doublure CGI, hein, qui est pas parfaite, hein, on voit quand même que c'est pas elle par moment. Ou peut-être que c'est parce que je sais qu'à son âge elle fait plus ce genre de truc, mais bon, peu importe. Faire des cabrioles ou bien tirer avec son arc sans regarder où elle tire et puis toucher des gars, c'est assez classe. On voit ensuite le personnage de Chris Pine faire la même chose avec le fusil. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des surprises visuelles qui rythment à un moment donné la lecture des plans et la lecture des scènes d'action. Et c'est plutôt bien géré, hein. Genre, j'exagère en disant que c'est un peu par moments mou, mais c'est juste que ça se voit. Et je pense que ça joue un petit peu ça décrédibilise un tout petit peu de trop faire virevolter les personnages, la force athlétique. Je pense que pour qu'on puisse y croire, il faudrait à un moment donné juste laisser les cascadeurs et la mise en scène faire le travail, et aller un petit peu moins vers du numérique, et faire ressortir le numérique quand on commence vraiment à rentrer dans des choses beaucoup plus frontales, beaucoup plus spectaculaires. Mais je pense que vaut mieux que ça arrive dans un deuxième temps du film, juste pour avoir le temps de devenir vraisemblable, je pense. Alors bon, c'est mon impression, je suis pas tout à fait sûr de ça. Mais ça joue un petit peu, ça fait partie des critiques que j'ai sur l'île de Themyscira et sur le fait que ça a du mal à lancer l'intrigue en fait. Alors qu'en fait, il y a des enjeux déjà très forts, hein. C'est comment à un moment donné Diana choisit de se confronter tout doucement à sa mère, tout en étant réellement naïve. Sa mère est finalement contrainte de la laisser partir. Je spoil rien, c'est vraiment au début du film. Et c'est un choix terrible parce qu'elle est très naïve et qu'elle va se confronter quand même à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que Steve Trevor en face lui ment plus ou moins en lui disant que oui, il l'emmènera trouver Ares, alors que lui il pense assez clairement que le personnage n'existe pas. Et que voilà, pourquoi emmener cette meuf sur le front, hein. Il finit par comprendre vraiment qu'elle a de l'intérêt à être sur le front que quand ils sont à Londres et qu'ils se font plus ou moins embuscader. Je spoil pas plus. Tout ça pour dire que c'est une première partie du film que je trouve un peu poussive, et même s'il y a de belles idées visuelles, comme notamment raconter l'histoire de Zeus et de la confrontation entre les dieux et tout ça, de comment les êtres humains sont arrivés, puis les Amazones et ainsi de suite, c'est fait en style de peinture néoclassique, un peu à la manière de David dans le style. C'est très beau, c'est vraiment superbement peint. C'est de la peinture qui bouge légèrement, du coup ça fonctionne très très bien en termes visuels, mais en termes de mythologie, je trouve encore une fois que ça va encore une fois trop vite, et ça trouve pas ce point d'achoppement où on peut comprendre ce que les personnes vivent. Du coup on nous raconte quelque chose qui est trop lointain. C'est jamais évident, hein, de rendre quelque chose de mythologique humain et palpable pour nous. Et là pour le coup le film ne s'en sent pas non plus, il rate l'élément peut-être qui permettrait de rendre ça plus directement émotionnel, plus impliquant. Ça ajoute d'autant plus de lourdeur puisqu'on a ce truc-là et du coup le passé de Diana qui ont l'air d'être liés, mais comme c'est un des suspens du film de savoir ce que c'est, on a malheureusement un petit peu une sorte de creux à ce moment-là. Et l'histoire démarre finalement vraiment quand le capitaine Trevor arrive et que Diana le rencontre. C'est à partir de là qu'on commence à voir les meilleurs dialogues et les choses les plus humaines se produire. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de le faire avant. Notamment en jouant peut-être un peu plus sur ce qui est impliquant pour Diana et de laisser pour plus tard la mythologie de Ares vraiment s'expliquer. Mais bon, c'était délicat, on sent que... Moi-même j'ai du mal à trouver une idée parce que on sent vraiment que si on raconte pas cette mythologie-là, on aura du mal à comprendre pourquoi Diana, sous quel contexte Diana a été élevée. Donc un petit peu dans une sorte de naïveté dans laquelle sa mère a voulu la bercer pour éviter qu'elle ait envie d'aller se battre, hein, puisqu'elle a peur pour elle, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est peut-être le sentiment prédominant de cette première partie, c'est le fait que sa mère veut vraiment l'empêcher de se confronter à la douleur du monde et des hommes et ainsi de suite, où on sent qu'elle en a souffert. Mais voilà, c'est un petit peu, je pense, un petit peu trop cotonneux encore une fois pour être tout à fait présent. Peut-être qu'il aurait fallu donner un rôle plus fort à Hippolyta dans cette mythologie. Quoi qu'il en soit, heureusement le film ne s'y attarde pas trop, et c'est vraiment la relation entre Diana et Steve Trevor qui va
beaucoup donné lieu aux meilleures séquences, comme je le disais avant, du film. Je donnais l'exemple de la scène de bateau, mais il y en a plein d'autres, hein. Certaines séquences qui étaient dans la bande-annonce, qui sont vraiment très bien dans la bande-annonce, mais aussi dans le film, où elle rencontre la secrétaire donc, du capitaine où Diana rencontre la secrétaire du capitaine Trevor, qui lui explique que grosso modo, être secrétaire, c'est faire ce que l'homme veut, entre guillemets, et Diana réagit en disant que chez elle, sur Themyscira, on appelle ça de l'esclavagisme. C'est des petites pointes comme ça de féminisme, entre guillemets, qui viennent. Mais voilà, ça me permet d'ouvrir un deuxième point tout de suite. On a qualifié ce film de féministe, et pour plein je pense, de mauvaises raisons, notamment sur le fait que, voilà, on s'est un peu glosé à Hollywood sur le fait que, voilà, réalisatrice... voilà, super-héroïne femme, ça donne un bon film en plus, ça fait longtemps que ça aurait dû être le cas, machin. Alors ça, absolument, c'est vrai. Mais ça fait pas de film un film féministe pour autant. C'est pas parce qu'il y a des points de féminisme que le film est féminisme. Le film est féministe, pardon. Vraiment pas du tout. Moi, je donne 3 éléments qui pour moi sont clairement pas féministes. La première chose, c'est que le film parle simplement d'un autre contexte. Donc même s'il a été réalisé en 2017, il est tellement bien dans le contexte de la Première Guerre mondiale que je trouve les retours sur le machisme et ainsi de suite malheureusement encore présents, et finalement c'est pas tant ça que l'histoire raconte, je trouve. Donc c'est difficile de trouver ce film féministe en soi. Il parle pas de la lutte d'une femme pour être reconnue parmi des hommes. On le voit dans certaines séquences, mais au final elle est souvent entre guillemets dénigrée. Donc ça a pas... Je trouve que ça n'a pas ce poids-là, et c'est pas ce que le film veut raconter, tout simplement, quoi. Donc je pense que c'est un argument de vente sur lequel, effectivement, Warner Bros, Patty Jenkins et tout le DCU ont joué pour pouvoir vendre le film, et c'est malin. Mais de là à le qualifier de féministe, il y a de la marge. Vraiment, il y a de la marge. Notamment parce que le personnage principal, le point de vue sur le personnage principal, c'est qu'il est naïf et qu'il a une certaine candeur, ce qui n'est pas à l'avantage des femmes qui veulent affirmer au jour d'aujourd'hui comment dire, simplement l'égalité et le respect, quoi, tout simplement, quoi. Mais je pense que ça va bien au-delà, en fait. C'est plutôt, c'est un film un peu sur les rêveurs et les gens qui, à un moment donné, ont comment dire, des valeurs simples dans des mondes complexes. Et ça, par contre, là-dessus, le film, il est bien, il en parle bien, je trouve. Je reviendrai dans une petite partie spoiler à la fin sur la fin en elle-même, qui pour moi est problématique, sur 2 raisons, et notamment dans son lien au DCU, mais sinon cette histoire-là, elle est bien racontée. C'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs, qui a les moyens de les défendre, et bien qu'elle ait les moyens de les défendre, ces valeurs sont quand même quelque part déplacées dans le contexte de l'humanité. Et ça, c'est plutôt une des très belles choses que le film raconte vraiment bien. Donc voilà, je ferme la parenthèse, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le féminisme, mais c'est pour dire, pour moi, le film en fait raconte tout simplement pas ça. Il y en a, parce que c'est un personnage de femme dans un monde machiste et patriarcal, ouais. De là à dire que c'est un des sujets du film, non. Non, mais vraiment pas du tout, quoi, pour le coup. Donc, le film a l'intelligence de quitter Themyscira et donc partir. Et c'est là, je trouve, que le film commence vraiment à éclater et à gagner de la qualité, parce qu'on rencontre des personnages donc de la société humaine, donc des personnages par rapport auxquels on peut plus, entre guillemets, je mets de gros guillemets, se comparer, pardon, parce que, tout simplement, il y a une limite, hein. Notamment le méchant allemand qui est joué par Danny Huston, qui est le général Ludendorff, est loin d'être subtil, hein. C'est un mec qui veut, il a pas, ses motivations, elles sont simples, hein. Il le dit, la guerre avant tout, c'est la seule chose qui est intéressante. Bon bref, c'est pas un mec très subtil. Et pareil pour son bras droit, le docteur Marou, qu'on appelle le docteur Poison, qui est joué par l'actrice espagnole Elena Anaya, actrice que je trouve vraiment bien pour le coup dans le rôle. Elle joue très très bien. De toute façon, tout le casting est globalement très bon, joue avec beaucoup de sobriété, je trouve, que ce soit Lucy Davis dans le rôle d'Eta, la secrétaire de Steve Trevor, ou bien Ewan Bremner dans le rôle de Charlie, qui est un acteur anglais, qui a joué notamment dans Trainspotting, hein, qui est vraiment un très bon acteur, qui a joué aussi dans, si je dis pas de bêtises, La Chute du Faucon Noir, et David Thewlis dans le rôle de Sir Patrick. Et bien sûr Saïd Taghmaoui, La Haine, hein, notamment en France, acteur qui a une carrière, franchement je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs français qui doivent l'envier, une très belle filmographie le garçon, enfin quand je dis très belle, c'est-à-dire une belle filmographie aux États-Unis notamment, à
Mais il a très bien réussi sa carrière post La Haine. Je sais qu'on parle forcément plus de Vincent Cassel, qui a très bien réussi aussi. Mais il a tourné finalement dans beaucoup de gros films. Donc dans Wonder Woman, il a un très beau rôle, qu'il joue très bien. Dans American Hustle, il joue. Il a aussi joué dans Conan le Barbare. Bon, c'est un mauvais film, mais bon, voilà quoi. G.I. Joe aussi. Enfin bref, tout ça pour dire plutôt une belle carrière, hein. Et c'est pas peu de le dire, il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui font des carrières aussi longues aux États-Unis et aussi prolifiques, qui tournent dans vraiment beaucoup de choses, au point de se retrouver dans Wonder Woman, qui est un gros film, quoi. Je ferme la parenthèse. Donc un casting globalement très bon, qui a vraiment joué avec sobriété et qui nourrit bien le film. Je trouve que c'est un des effets réussis du film, c'est que cette fameuse équipe finalement qu'ils vont former avec Diana, Steve Trevor, le personnage de Samir, donc Saïd Taghmaoui, Charlie de Ewan Bremer, et le chef indien qui est un peu plus en retrait, mais qui fonctionne bien. Ça fait vraiment un crew qui ensemble fonctionne bien. C'est une équipe touchante, ils ont tous des passages intéressants, je trouve. Notamment le chef dans sa capacité à croire en Diana, le fait que Samir ait un peu plus de philosophie et de poésie autour de ce qu'est Diana, et du fait que voilà, elle ait des pouvoirs, qu'elle vive sur l'île de Themyscira, ou même la relative naïveté de Diana, qui est remis en cause et un peu moqué par Charlie, mais qui lui-même est un sniper de guerre qui est traumatisé par ce qu'il a fait. Du coup, tous ces petits éléments-là, les traumatismes de guerre, le rapport d'un Indien, qu'est-ce qu'un Indien fait pendant la Première Guerre mondiale, là, Saïd Taghmaoui qui explique qu'il voulait être acteur et que finalement il est soldat parce qu'il n'a pas le choix. Tout ça, et je trouve globalement plutôt bien amené. C'est un peu frontal, hein, c'est les personnages qui le disent, donc on aurait pu l'amener de manière plus fine. Mais ça nourrit bien le film et ça crée vraiment... Ça tape au bon endroit. C'est-à-dire que le personnage de Diana pense vraiment qu'il suffit d'aller donner, entre guillemets, la lumière aux hommes et que ça va tout régler. Et elle rencontre simplement des gens complexes qui lui montrent que excusez-moi encore, que les humains sont compliqués et que tout ne va pas se régler d'un coup de cuillère à peau. Et ça, c'est ce que j'estime être vraiment bien écrit dans le film. On amène des personnages qui amènent de nouvelles complexités et qui sont pas juste des caricatures. Alors, je suis obligé de modérer. Encore une fois, le méchant, Ludendorff et tout ça, c'est pas très très fin. Heureusement, il y a des twists à la fin qui font que ça gagne en densité comme il le faut, même si c'est pas extraordinaire. Mais du coup, ça donne un vrai bon film. En termes d'écriture, c'est un vrai bon film. Et en parallèle de ça, et donc au cœur de l'histoire, les scènes d'action qui impliquent Wonder Woman sont vraiment très bien. On a vraiment du punch, ça fait plaisir de la voir en action, parce qu'il y a un bon équilibre, je trouve, entre la puissance de son pouvoir et le punch de la mise en scène. C'est vraiment classe, et notamment après Batman vs Superman et sa présence, ça fait plaisir de voir un film qui la met en valeur, et qui la met bien en valeur. Aucune des scènes de baston n'ont l'air forcées ou, bêtement féminisées. Elle est forte, elle est puissante, c'est assez jouissif de la voir tataner des mecs à coups de genoux à travers des murs et tout ça, c'est vraiment classe, la mise en scène est bien mesurée. Patty Jenkins montre, je trouve, un vrai talent à la mise en scène, à la montée notamment de l'intensité d'un contexte d'une scène d'action et à l'explosion de ces scènes d'action. La première scène notamment sur les tranchées est juste assez géniale, et là je me permets de faire une parenthèse, donc je finis juste, les scènes de combat globalement sont très bonnes, je trouve juste la dernière scène un peu poussive. Je suis pas forcément fan de tous les plans, je trouve que certains plans sont un peu mous, mais c'est pas forcément une critique. Je pense que le film est un peu long aussi, il dure 2 heures, un peu plus de 2 heures, et il y a, je crois, un peu plus de 2 heures, hein, si je dis pas de bêtises, 2h05, 2h10, et peut-être qu'arrivé à ce moment-là, on aurait envie que l'histoire accélère un peu, notamment parce que son dénouement est, je trouve, pas forcément mal fait, mais bizarrement amené, notamment dans tout le dernier gros événement du film. Je trouve que, je sais pas, ils ont fait un choix à un moment donné de mise en scène que j'ai eu du mal à comprendre, même si je trouve que c'est joli et que ça donne beaucoup de drame et de beauté à la fin du film, honnêtement. C'est pas bouleversant, mais c'est plutôt bien amené.
Donc oui, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce fameux plan, un plan que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui identifie bien comment dire, la nature du projet Wonder Woman. C'est ce fameux plan où Diana en a marre, ils ont traversé un peu, je spoil à peine, tous les champs, quelques champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Elle a vu des gens blessés, des gens en difficulté, et ainsi de suite. Elle a voulu les aider, et puis chaque membre de l'équipe lui dit qu'ils n'ont pas le temps de les aider, que c'est pas ça leur objectif et qu'ils doivent pas perdre de temps. Et finalement, elle arrive aux tranchées. On lui dit qu'il n'y avait rien à faire et que la situation devait rester telle qu'elle. Et elle dit que non, elle est venue pour ça. Et elle met enfin sa couronne de Wonder Woman et tout. Elle sort son épée, son bouclier et elle monte sur les tranchées. Donc vous m'avez bien entendu, si vous avez vu le film, ça vous a probablement marqué aussi. C'est ce fameux plan où on voit Wonder Woman monter cette fameuse échelle en bois. Et plan de face, Wonder Woman, enfin les tranchées, 14-18 très bien reconstituées. Et Wonder Woman au milieu. C'est un plan que je trouve est joli et assez drôle, quoi, assez kitsch. Et je trouve que c'est une des qualités de ce film-là, c'est à un moment donné d'assumer complètement la candeur du personnage par ce plan-là. C'est peut-être le plan iconique du film pour moi, parce que c'est le moment où vraiment le film dit maintenant, c'est bon, on t'a expliqué d'où elle vient, on t'a expliqué ce qu'elle a comme pouvoir, on t'a expliqué qui elle est, tu l'as suivie, elle est entre guillemets le plus humaine qu'on a pu le faire. Maintenant, ou tu prends pas. Et je trouve que ça, c'est vachement bien. C'est un des trucs que je trouve très réussi dans Wonder Woman, c'est cette capacité à un moment donné du film de dire ouais, c'est 14-18, on a fait en sorte que ça ressemble à 14-18 un maximum, et on va te foutre Wonder Woman au milieu et rien à foutre, quoi. Donc c'est un plan qui d'un côté peut être vu comme très classe, ou qui peut vraiment bien passer à ce moment-là en termes émotionnels, puisqu'on a vu plusieurs fois Wonder Woman être frustrée et d'un seul coup elle se dit non, maintenant je peux agir, ici je peux agir, je vais le prouver. Et en même temps, on peut voir ça comme très drôle et très kitsch, et je trouve que les deux cohabitent très bien. C'est pas grave de voir ça comme kitsch, parce que ça l'est. Objectivement, ça l'est, avec son armure rouge, là, son petit serre-tête, sa petite robette, là. On est à la... Pardon, excusez-moi. On est à la frontière du ridicule de toute façon. Et c'est ce qui fait de ce plan... un plan vraiment très intéressant en termes de cinéma. Moi, perso, c'est un plan que je trouve vraiment génial à cause de ça. C'est à un moment donné la réalisatrice qui dit c'est bon, on arrête de jouer, on arrête de tourner autour du pot. C'est Wonder Woman dans les tranchées de 14-18. Vous prenez pas, quoi. Et j'apprécie ça. Je trouve que par exemple, des films comme Thor n'ont pas su le faire aussi bien. Je vous renvoie à ma review sur Thor Ragnarok, donc le Thor 3. Mais à un moment donné, le film assume plus du tout sa mythologie. C'est une manière comme ça d'être un peu plus libre, de pouvoir raconter un peu ce qu'on veut, et le film encore une fois s'en sort bien dans ce qu'il a raconté, je parle de Thor 3, mais à un moment donné, Thor c'est un mec avec un marteau, quoi, qui vole avec, faut complètement l'assumer ça à un moment donné, c'est ce qu'il est, c'est pas grave. Le seul truc c'est que si émotionnellement on s'est attaché au personnage, on va le manger, ça, c'est pas un problème, il faut le croire à un moment donné. Et je trouve que dans Thor Ragnarok à un moment donné, Taika Waititi il croyait pas tant que ça. Il est même assez ironique sur le personnage, il y a un petit côté, ouais, c'est quand même, ça va, on rigole un peu, oui, bon, il est costaud, mais bon, c'est un mec avec un marteau, tu vois. Tandis que là, je trouve qu'il n'y a pas cette candeur chez Patty Jenkins, un peu comme avait fait Kenneth Branagh sur Thor 1, toute proportion gardée, hein, parce que c'était quand même pas exactement la même démarche, mais il n'y avait pas ce second degré constant que je trouve, enfin, dans Thor 1, il était présent, mais il n'était pas au point d'en devenir une blague, entre guillemets, en soi, de dire, voilà, non, mais bon, c'est quand même un glandu, c'est quand même pas un mec réaliste, hein, tu vois, il n'y avait pas ce truc-là, tandis que dans Thor Ragnarok, on le sent beaucoup plus fortement, je trouve. Ce qui fait, comme je le disais dans ma critique, on n'arrive pas à avoir une certaine montée de l'épique, de l'émotion, pour que ça devienne épique. Là, dans Wonder Woman, ce plan-là, il a cette candeur-là, cette naïveté-là, et en même temps, cette sincérité, et c'est complètement assumé, quoi. C'est vraiment un plan qui m'a marqué quand j'étais au cinéma. Je me disais, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, Wonder Woman, les tranchées, quoi. Et c'est vachement bien. Notamment parce qu'encore une fois, je l'ai dit, mais la guerre 14-18 est très bien reconstituée. En tout cas, moi, j'y ai cru visuellement. Les tranchées, j'avais l'impression d'y être. Et je trouvais ça assez génial ensuite, quand elle se bastonne dans ce fameux village belge, d'avoir une Wonder Woman tout à fait crédible et vraisemblable au milieu de soldats de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Je voulais faire une parenthèse un peu longue là-dessus, mais je trouve que c'est le plan qui est vraiment à l'image d'un projet, finalement. Quand je disais qu'il était singulier, ça le prouve. À un moment donné, la production a dit « Ok, on va pas freiner la réalisatrice, puisqu'elle a envie d'assumer un plan comme ça.
on y va, quoi. Ils auraient pu éviter ça, hein. Ils auraient pu faire des plans beaucoup plus modérés sur la question, et dire non, mais attends, on va pas leur foutre ce plan-là à la gueule, parce que les gens vont rigoler, quoi. Et en fait, non, ils sont allés jusqu'au bout de l'idée, quoi. Je sais pas s'ils ont... J'imagine qu'ils ont fait des projections tests, et je pense que les gens ont adhéré. Et c'est pour ça que ça a dû les rassurer complètement, j'imagine. J'en sais rien, je suis pas sûr du tout. Mais déjà en soi, c'était un choix de plan et un choix de mise en scène très couillu. Franchement, à ce niveau-là, Patty Jenkins, chapeau bas. Et ont des aspirations et des réactions logiques, ça fait plaisir. Et en parallèle de ça, on a, même si au début je trouve qu'à Themyscira c'est un peu plus délicat, ensuite le gros cœur des scènes d'action du film est vraiment très très bien. C'est un très bon film, en général, et un excellent film de super-héros, dans le haut de la moyenne des films de super-héros de ces dernières années, vraiment. Et comme c'est le premier film de super-héroïne à bien marcher, il va marquer les esprits, et c'est tant mieux, parce que je trouve que son message de fond est plutôt beau. Je mets un léger, très léger bémol sur la partie finale, où bon, il y a quelques petites lourdeurs et c'est dommage. Le film aurait pu être excellent, mais je trouve qu'il a un tout petit retrait par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment un bon film, un bon spectacle, et les personnages sont crédibles, et le message et les questionnements fonctionnent vraiment bien. On finit avec des questions, et ça c'est un des trucs que j'apprécie du film, plus ou moins. Je vais évoquer ça dans la partie spoiler un peu plus clairement, la dernière grande partie et la partie finale. Avant d'attaquer cette partie spoiler, je voudrais juste parler encore de la musique de Rupert Gregson Williams, qui à mon avis est le fils de Harry Gregson Williams, hein, le compositeur de toutes ces musiques extrêmement connues, notamment de Metal Gear et de plein d'autres choses comme ça. J'ai pas forcément sa filmographie en tête, mais bon... un compositeur qui a vraiment composé beaucoup de films comme ça, qui fait partie de ce qu'on appelle le Media Venture, un style de musique particulièrement en poupe depuis les années 90, et qui a tendance à introduire de nouveaux instruments dans finalement une musique très classique. Donc c'est grosso modo ce qu'on appelle le Mickey Mousing. Excusez-moi si je l'ai déjà évoqué dans une autre review. Le Mickey Mousing, c'est simple, pour que vous compreniez l'idée, ça s'est basé sur les dessins animés, donc notamment de Walt Disney, pour dire que voilà, c'est le fameux coup le personnage marche, le personnage de dessin animé marche en catimini, vous savez, en tapinois, et puis on entend un petit piano qui fait chaque pas tout doucement, ça fait toum, 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 vous voyez. Et dès qu'il commence comme ça fait... Ce que j'essaie de dire par là, je sais, je fais super bien les instruments à la bouche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une musique qui épouse complètement l'action et qui limite l'illustre, tout en restant de la musique. Et ce qui fait que l'image et la musique finissent par faire corps de manière très naturelle. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire de la musique de cinéma, mais grosso modo, le Mediaventure, c'est une exagération de ça, avec des effets contemporains, du synthé, et tout ce qu'on peut mettre d'original comme musique. J'ai déjà évoqué dans ma critique de Batman vs Superman le fameux thème de Wonder Woman, qui a ici été rebaptisé Wonder Woman's Wrath, la colère de Wonder Woman, qui fonctionne très très bien avec cette guitare jouée comme un violon désaccordé, là. Pas désaccordé, mais on va dire juste avec une sorte de note qui descend et monte, mais sans avoir été tapée, quoi. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve que Rupert Gregson Williams a fait un très beau travail de composition autour de ce thème, et avec d'autres thèmes. Le thème de Themyscira fonctionne bien, est un beau thème chevaleresque, qu'il a réussi à lier notamment à celui de Wonder Woman, et il y a notamment aussi l'excellente musique de générique de fin, Action Reaction, qui est une très belle zik, qui a vraiment beaucoup d'énergie comme ça, et un côté désespéré que je trouve très beau, et qui fait plaisir, qui renvoie encore une fois au fait qu'ils ont pris le personnage au sérieux, aussi le compositeur de la musique, et ils ont redonné un petit peu au personnage de super-héros de ces derniers temps, là où va plus forcément Marvel, puisque je peux comprendre, hein, pour différentes raisons, ils ont plus de super-héros, ils sont quand même quasiment au 17e film, donc eux, ils ont un autre problème à traiter, je pense, c'est de se renouveler, de retrouver de la fraîcheur. Mais comme le DCU est en train de créer, grosso modo, les sources et les origines de leurs personnages, je trouve ça vachement bien d'y remettre cette dose de pas de drame, mais d'inéluctable. Il y a quelque chose dans cette musique Action Reaction, du toujours trop tard, de désespéré, mais qui est beau en même temps, chevaleresque mais désespéré. Et je trouve que ça correspond tout à fait au personnage de Wonder Woman d'être chevaleresque face à une action qu'elle sait de toute manière désespérée.
Je veux pas spoiler plus, je pense que le film en parle assez bien. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin avant d'attaquer la partie spoiler. Je dirais juste que c'est un très bon film, et quitte à avoir un film du DCU, même si j'aime beaucoup Batman vs Superman, je trouve que Wonder Woman est le meilleur film du DCU à proprement parler. Peut-être pas le plus artistiquement poussé, parce qu'il reste calibré. C'est un film d'origine qui reste calibré. Il est singulier, il va au bout de son truc, mais c'est un film de super-héros assez calibré. Je sais pas comment dire ça plus clairement. Si on doit comparer par exemple avec Iron Man 1, on a tous les éléments du film de super-héros origine, quoi. Pourquoi il est parti de chez lui, pourquoi il a grandi, qu'est-ce qui fait qu'il va devenir un adolescent plus ou moins, quoi. Il est passé de l'âge de l'enfance à l'adolescence, et voilà. Et à la fin du film, il sait plus ou moins, le personnage sait plus ou moins ce qu'il va faire de son pouvoir et tout. Donc voilà, c'est chacun à leur manière, et chacun de manière très singulière, avec le fameux choix d'Iron Man de dire qu'il est Iron Man à la fin d'Iron Man 1. Excusez-moi pour le spoil, mais le film est sorti il y a 12 ans, donc c'est pas trop grave. Ou le fameux choix que fait Wonder Woman à la fin, de revenir dans la vie civile, grâce à la photo de Bruce Wayne, mais que Bruce Wayne lui a renvoyé, qui relance toute l'histoire. Mais je reviendrai là-dessus après dans la partie spoiler. Donc c'est vraiment un bon film que je défends, que je trouve vraiment être un bon film au-delà d'être un film de super-héros. Ils ont réussi ce mélange grâce à une forme de candeur et à une forme de fierté de traiter le personnage. Et ça fait plaisir. Notamment parce que je trouve que dans Thor Ragnarok, c'était beaucoup moins le cas. Je parlais dans Justice League un peu de ces éléments-là aussi, parce que je trouve que de nouveau on est retombé dans une sorte à la limite de mollesse par rapport à ça, mais Justice League est un projet compliqué, un film compliqué, j'en parlerai un moment. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil de Wonder Woman. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, liker, commenter. Ça aide à ce que les vidéos soient vues, et puis ça me dit un peu ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à critiquer un petit peu ce que je fais aussi, ça peut que me faire progresser. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo de Avoir. Je me suis trompé encore une fois dans l'introduction, c'est Avoir et pas à chaud ici. Et je trouve que ça fait plaisir. Et je tenais à le souligner. Et donc, en parallèle de ça, Zack Snyder, ça montre aussi l'importance de Zack Snyder, puisqu'il est aussi crédité à l'histoire et à la production de ce Wonder Woman. Donc Wonder Woman, eh ben, c'est un bon cocktail. C'est une belle histoire, un point de vue singulier et intéressant sur un personnage. Donc ce fameux personnage plein de candeur, d'une belle naïveté, qui se retrouve confronté au monde des hommes. Et je trouve que c'est bien traité. Il y a notamment toute une partie à la fin de certains dialogues entre Steve Trevor et Diana Prince qui sont très beaux, où tous les deux acteurs, que ce soit Gal Gadot ou Steve Trevor Chris Pine joue très très bien. Ils sont vraiment touchants, c'est juste. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas vu une scène d'amour entre deux personnages dans un film de super-héros que j'ai trouvé crédible, bien faite, où les personnages existent et ont des aspirations et des réactions logiques. Ça fait plaisir. Et en parallèle de ça, on a, même si au début je trouve qu'Arthemisia c'est un peu plus délicat, ensuite le gros cœur des scènes d'action du film est vraiment très très bien. C'est un très bon film, en général, et un excellent film de super-héros, dans le haut de la moyenne des films de super-héros de ces dernières années, vraiment. Et comme c'est le premier film de super-héroïne à bien marcher, il va marquer les esprits, et c'est tant mieux, parce que je trouve que son message de fond est plutôt beau. Je mets un très léger bémol sur la partie finale, où bon, il y a quelques petites lourdeurs et c'est dommage. Le film aurait pu être excellent, mais je trouve qu'il a un tout petit retrait par rapport à ça. Mais sinon, c'est vraiment un bon film, un bon spectacle, et les personnages sont crédibles, et le message et les questionnements fonctionnent vraiment bien. On finit avec des questions, et ça c'est un des trucs que j'apprécie du film, plus ou moins. Je vais évoquer ça dans la partie spoiler un peu plus clairement, la dernière grande partie et la partie finale. Avant d'attaquer cette partie spoiler, je voudrais juste parler encore de la musique de Rupert Gregson Williams, qui à mon avis est le fils de Harry Gregson Williams, hein, le compositeur de toutes ces musiques extrêmement connues, notamment de Metal Gear et de plein d'autres choses comme ça. J'ai pas forcément sa filmographie en tête, mais bon, un compositeur qui a vraiment composé beaucoup de films comme ça, qui fait partie de ce qu'on appelle le Media Venture, un style de musique particulièrement en poupe depuis les années 90, et qui a tendance à introduire de nouveaux instruments
dans finalement une musique très, très classique. Donc c'est grosso modo ce qu'on appelle le Mickey Mousing. Excusez-moi si j'ai déjà évoqué dans une autre review. Le Mickey Mousing, c'est simple, pour que vous compreniez l'idée, ça s'est basé sur les dessins animés, donc notamment de Walt Disney, pour dire que voilà, c'est le fameux coup du le personnage marche, le personnage de dessin animé marche en catimini, vous savez, en tapinois, et puis on entend un petit piano qui fait chaque pas tout doucement, ça fait toum 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 toum, vous voyez. Et dès qu'il commence comme ça fait. Ce que j'essaie de dire par là, je sais, je fais super bien les instruments à la bouche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une musique qui épouse complètement l'action et qui limite l'illustre, tout en restant de la musique. Et ce qui fait que l'image et la musique finissent par faire corps de manière très naturelle. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire de la musique de cinéma, mais grosso modo, le Mediaventure, c'est une exagération de ça, avec des effets contemporains, du synthé, et tout ce qu'on peut mettre comme d'original comme musique. J'ai déjà évoqué dans ma critique de Batman vs Superman le fameux thème de Wonder Woman, qui a ici été rebaptisé Wonder Woman's Wrath, la colère de Wonder Woman, qui fonctionne très très bien avec cette guitare jouée comme un violon désaccordé, là. Pas désaccordé, mais on va dire juste avec une sorte de note qui descend et monte, mais sans avoir été tapée, quoi. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve que Rupert Gregson-Williams a fait un très beau travail de composition autour de ce thème, et avec d'autres thèmes. Le thème de Themyscira fonctionne bien, est un beau thème chevaleresque, qu'il a réussi à lier notamment à celui de Wonder Woman, et il y a notamment aussi l'excellente musique de générique de fin, Action Reaction, qui est une très belle zik, qui a vraiment beaucoup d'énergie comme ça, et un côté désespéré que je trouve très beau, et qui fait plaisir, qui renvoie encore une fois au fait qu'ils ont pris le personnage au sérieux, aussi le compositeur de la musique, et qui lui ont donné, ils ont redonné un petit peu au personnage de super-héros de ces derniers temps, là où va plus forcément Marvel, ce que je peux comprendre, hein, pour différentes raisons. Ils ont plus de super-héros, ils sont quand même quasiment au 17e film, donc eux, ils ont un autre problème à traiter, je pense, c'est de se renouveler, de retrouver de la fraîcheur. Mais comme le DCU est en train de créer, grosso modo, les sources et les origines de leurs personnages, je trouve ça vachement bien d'y remettre cette dose de pas de drame, mais d'inéluctable. Il y a quelque chose dans cette musique Action-Reaction du toujours trop tard, de désespéré, mais qui est beau en même temps. Chevaleresque, mais désespéré. Et je trouve que ça correspond tout à fait au personnage de Wonder Woman d'être chevaleresque face à une action qu'elle sait de toute manière désespérée. Je veux pas spoiler plus, je pense que le film en parle assez bien. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin avant d'attaquer la partie spoiler. Je dirais juste que c'est un très bon film, et quitte à avoir un film du DCU, même si j'aime beaucoup Batman vs Superman, je trouve que Wonder Woman est le meilleur film du DCU à proprement parler. Peut-être pas le plus artistiquement poussé, parce qu'il reste calibré. C'est un film d'origine qui reste calibré. Il est singulier, il va au bout de son truc, mais c'est un film de super-héros assez calibré. Je sais pas comment dire ça plus clairement. Si on doit comparer par exemple avec Iron Man 1, on a tous les éléments du film de super-héros origine, quoi. Pourquoi il est parti de chez lui, pourquoi il a grandi, qu'est-ce qui fait qu'il va devenir un adolescent plus ou moins, quoi. Il est passé de l'âge de l'enfance à l'adolescence, et voilà. Et à la fin du film, le personnage sait plus ou moins ce qu'il va faire de son pouvoir et tout. Donc voilà, c'est chacun à leur manière, et chacun de manière très singulière, avec le fameux choix d'Iron Man de dire qu'il est Iron Man à la fin d'Iron Man 1. Excusez-moi pour le spoil, mais le film est sorti il y a 12 ans, donc c'est pas trop grave. Ou le fameux choix que fait Wonder Woman à la fin de revenir dans la vie civile grâce à la photo de Bruce Wayne, mais que Bruce Wayne lui a renvoyé, qui relance toute l'histoire. Mais je reviendrai là-dessus après dans la partie spoiler. Donc c'est vraiment un bon film que je défends, que je trouve vraiment être un bon film au-delà d'être un film de super-héros. Ils ont réussi ce mélange grâce à une forme de candeur et à une forme de fierté de traiter le personnage. Et ça fait plaisir. Notamment parce que je trouve que dans Thor Ragnarok, c'était beaucoup moins le cas. Je parlais dans Justice League un peu de ces éléments-là aussi, parce que je trouve que de nouveau on est retombé dans une sorte à la limite de mollesse par rapport à ça, mais Justice League est un projet compliqué, un film compliqué, j'en parlerai un moment venu. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil de Wonder Woman. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, liker, commenter. Ça aide à ce que les vidéos soient vues, et puis ça me dit un peu ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à critiquer un petit peu ce que je fais aussi, ça peut que me faire progresser. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo de Avoir. Je me suis trompé encore une fois dans l'introduction, c'est Avoir et pas à chaud ici.
Donc voilà, on va passer à la partie spoiler. Attention, si vous n'avez pas encore vu le film, ce serait dommage de vous le spoiler, il est quand même bien écrit. Donc quand un film est bien écrit, c'est dommage de connaître un petit peu la fin. Donc, vous qui me suivez et qui continuez à écouter, vous l'avez déjà vu. Donc dans cette partie finale, ce que je critique un peu, c'est ce fameux moment où Wonder Woman est éjectée par une explosion dans son combat contre Ares. Et elle tombe sur le chemin de Steve Trevor. Oh mon dieu, quel hasard. Non, bon, ça me dérange pas trop, à la limite, ça passe. Je trouve que le film va assez vite pour qu'on n'ait pas trop le temps de se dire « Ah bon, c'est un peu forcé ». Steve Trevor qui, lui, est en train de partir vers ce fameux avion rempli de gaz horrible et qu'il va devoir... il a décidé de se sacrifier et donc de détruire cet avion. Et là, ils ont un échange et le film joue sur le fait que, dans un premier temps, on voit la séquence d'un premier point de vue ou de celui de Diana où elle n'entendrait pas ce que dit Steve Trevor. Elle a un peu des acouphènes dues à l'explosion qu'elle vient de se prendre, et il lui dit grosso modo, faut que j'y aille, faut que je parte, tout ça, machin. Et ensuite, plus tard, elle est maintenue immobilisée par terre par Ares, qui est en train de lui prouver, qui lui dit donc que les êtres humains sont vils, faibles, et que voilà, ils pensent qu'à s'entretuer, à s'autodétruire, et qu'on ferait mieux de se débarrasser d'eux pour recréer le paradis qui existait avant pour les dieux. Et à ce moment-là, elle repense à ce fameux dialogue avec Steve Trevor, et on comprend qu'en fait, elle a entendu ce qu'il disait, donc il lui dit grosso modo qu'il aurait aimé qu'elles aient plus de temps, et ainsi de suite. C'est vraiment un beau dialogue. Et donc c'est le fameux moment où il lui dit voilà je t'aime, et puis il s'en va, en lui laissant sa fameuse montre. Ce que je critique dans cette scène, c'est que j'ai eu du mal à comprendre. Donc elle a d'abord les acouphènes, et ensuite elle comprend 5 minutes plus tard ce qu'il lui disait. Ou elle a lu sur ses lèvres, et lui dit non, non, je vais y aller à ta place, puis il y va quand même. C'est une séquence que j'ai du mal à comprendre, parce que... Pourquoi elle le laisse partir exactement? Je vois plus ou moins, ils ont chacun... Et il lui dit, moi je peux sauver aujourd'hui, toi tu peux sauver le monde. Mais elle, à ce moment-là, il lui dit quand même je t'aime. Donc techniquement, elle a le ressort de dire non, je vais pas te laisser claquer, je vais pas te laisser y aller, là tu vas mourir, tu vois. Il lui dit je vais mourir. Donc il y a... Enfin il lui dit pas frontalement, alors je sais pas, peut-être qu'elle a pas le temps de le réaliser sur le moment. Mais j'ai eu du mal à comprendre a posteriori, même si je trouve que ça fonctionne plutôt bien pendant le film. Je me dis mais pourquoi elle le laisse partir alors? Elle sait à ce moment-là qu'elle est amoureuse et tout, donc c'est un moment que je trouve assez bizarre. Ça part peut-être du principe que lui dit clairement, de toute façon, c'est quelque chose que je dois réaliser moi. Et toi, tu peux faire beaucoup plus que ça. Mais en fait, elle monte dans l'avion, elle fait tout péter. A priori, ça lui fait rien, quoi. Enfin, je crois pas dire de bêtises en disant que Wonder Woman, ça lui aurait pas fait grand-chose de faire ça. Enfin voilà, donc... J'ai du mal à cerner le truc, sachant qu'en plus, à ce moment-là, Ares leur met pas la pression, quoi. Il est pas derrière en train de dire « Haha, t'es obligé de rester avec moi, si tu restes pas avec moi, je vais le tuer. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est pas obligée de le laisser partir. Il y a quelque chose comme ça que j'ai du mal à cerner. Ça donne lieu à une belle scène, et du coup, quand il meurt après, c'est très beau et tout ça. Quand elle voit l'avion exploser, c'est joli. Même si j'ai du mal à piger ça. Donc voilà, c'est juste un petit truc scénaristique où je me suis dit « Ouais, bon, je comprends pas trop. » Bon, j'ai compris l'idée, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai rien compris, je dis juste que ça me paraît gros qu'à ce moment-là, elle le laisse partir, et que le reste du film est tellement bien tendu que j'avais pas eu cette sensation jusque-là. Et comme c'est la partie finale, je trouve que c'est légèrement forcé de jouer un petit peu sur ce point pour dire voilà, pour avoir la mort du capitaine Steve Trevor. Bon, on comprend de toute façon qu'il est mort avant, hein, des Batman vs Superman, on se doute qu'il va canner dans le film et qu'il doit mourir à la fin, mais je trouve que c'est légèrement forcé. Voilà. Et du coup, après, il y a un premier truc que j'ai pas trouvé terrible, c'est le moment où elle explose la gueule des soldats allemands juste à côté. Là, elle s'énerve parce que Steve est mort, puis elle explose les mecs en avançant, là, parce que son fameux style de combat où elle glisse par terre en leur mettant des punchs. Côté très jeu vidéo, d'ailleurs. Pardon. Et truc que je trouve pas forcément évident. Je me dis, pourquoi elle les tatane eux? Il aurait pu tataner Ares ou décider de le tataner lui. Pourquoi elle va les tataner eux? Enfin bon, j'étais pas forcément... d'accord avec ça, c'est un peu du genre, c'est à cause de vous s'il est mort, ouais, d'accord, j'ai pas forcément pigé ça, même si, du coup, j'ai apprécié après, au contraire, le moment où ça a été tout de suite contrebalancé par ce fameux moment où elle a le tank en main et elle peut écraser le Docteur Poison, qui est plus ou moins directement la personne qui a provoqué la mort du Capitaine Trevor indirectement, et ça, je trouvais ça plutôt beau. Et c'est encore une fois une belle idée parce qu'elle est doublée tout de suite, alors que j'avais des doutes sur le moment pendant que je matais le film. Boum, je me suis fait claquer par le moment où tu as le masque du Capitaine Poison qui saute et on voit qu'elle a le visage détruit, évidemment par ses propres expérimentations, qu'elle a un côté monstrueux comme ça, d'incarner un petit peu le côté monstrueux de l'homme, mais en même temps,
Elena Anaya, qui est un personnage, qui est une femme avec un visage très fort, comme ça, un regard très fort, ça donne vraiment un personnage dramatique. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et du coup, ça marche très bien. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est bien écrit, c'est quand même bien contrebalancé. Par contre, je trouve la fin bizarre. C'est-à-dire que le postulat, c'est que en retrouvant cette photo, non seulement ça lui a donné assez envie de sortir de chez elle pour rencontrer Bruce Wayne et tout ça, donc assez pour que déjà elle ait envie de faire quelque chose quand le Doomsday de Batman vs Superman arrive. Alors que quand il y avait encore une fois les Kryptoniens dans Man of Steel, elle avait rien fait. Donc c'est vraiment la photo que Lex Luthor a trouvé lui a volé qui l'a fait sortir de sa retraite, je caricature quoi. Jusqu'à là, elle s'en foutait quoi. Il y a des extraterrestres qui débarquent et qui sont des Ubermensch et qui défoncent Metropolis et probablement la Terre, elle s'en fout quoi. Mais là par contre quand on lui vole sa photo, alors là oui, et là quand Batman lui renvoie la photo du Capitaine Trevor dans Batman vs Superman, et donc là lui renvoie la vraie photo en lui disant, elle se souvient de toute l'histoire, et à la fin se dit non, finalement, il faut que je fasse quelque chose. Alors qu'en fait, à la fin, quand elle combat contre Ares, elle dit tout de suite, donc en 14-18, donc quasiment un siècle avant, elle dit tout de suite, en fait, c'est l'amour, j'y crois, machin, je suis prête à me battre pour l'humanité. Elle le dit tout de suite. Du coup, c'est un peu bizarre, il y a cette séquence-là où elle dit à Ares, voilà, je suis prête à me battre pour l'humanité, je crois en l'amour, machin, elle le bute. Voilà, je disais qu'il y avait des lourdeurs, hein, le truc... Moi, je trouvais ce qu'elle dit à Ares très beau. Et ensuite, je trouve ça très naze. À partir du moment où elle lui dit... Enfin, il y a toute la partie où elle lui dit, voilà... je crois que c'est simplement... les humains ont les deux, quoi. Ils sont horribles et beaux à la fois, machin, là. Je dis, c'est simple, c'est bien écrit et tout ça. Cool. Mais le truc après de... Et moi, je crois en l'amour, machin. Ouais, bon. Ils auraient peut-être pu éviter cette réplique-là, parce qu'elle est un peu lourdingue et on a compris. En plus. Bon, peu importe. Mais donc, elle croit en l'amour, machin, elle le bute. Et en fait, elle se retrouve à Trafalgar Square, je crois, c'est ça, hein, pour la célébration de la victoire. La fameuse photo du Capitaine Trevor. Et donc, elle repasse en mode... Il me manque, je vais aller dans une grotte. Quoi? Mais tu viens de dire à Ares que t'allais te battre pour les humains parce que voilà, ils sont plus que ça, machin truc. Et en fait, non, elle est passée en PLS pendant... en PLS pendant un siècle. Donc voilà, j'ai vraiment pas compris ça, parce qu'en termes de film, ça marche. Puisque juste après, on la revoit à Paris, machin, dire voilà, ah, il y a une alarme, je vais y aller. Liaison avec Justice League, j'en parlerai dans Justice League. Mais, entre le plan à Trafalgar Square et celui où elle est devant la photo, il y a un siècle, là. Hein. Donc voilà, il a fallu qu'on lui braque la photo de Steve Trevor pour qu'elle s'en souvienne bien, machin, tout ça. Bon. Alors que déjà, face à Ares, elle avait déjà réglé la question. Enfin voilà, il y a un problème. C'est-à-dire que le film aurait dû finir sur un certain dégoût de Wonder Woman pour ça. Au moins du dégoût, au moins un truc du genre, je préfère m'éloigner des hommes, des êtres humains, parce que voilà, c'est des monstres. Tu vois, ils ont tué l'homme que j'aime et tout. Classe! Non, elle le fait pas. Elle est juste, elle dit clairement à Ares, je crois en l'amour. Bah si tu crois en l'amour, pourquoi tu te mets en PLS un siècle, quoi? Il y a plein de gens à défendre, il y a plein d'amour partout. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose là qui est bizarre. Dans le film, ça fonctionne parce qu'on repasse tout de suite à la période contemporaine et on n'a pas trop le temps de le piger. Mais a posteriori, quand on se remet devant notamment Justice League et que ça revient comme sujet, j'en parlerai dans Justice League, bah c'est bizarre, tout simplement. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarrement foutu du film. Encore une fois, c'est bien dosé, Patty Jenkins a bien géré ces moments de... Ah, c'est pas top scénaristiquement, on va aller vite, on va le faire passer comme ça. On va passer de elle qui a compris face à Ares à elle qui reprend du service à la fin et ça va passer comme une lettre à la poste. Et oui, ça passe comme une lettre à la poste, c'est très bien géré. Mais si on s'attarde un petit peu sur ces points d'écriture, bah on se rend compte que c'est un tout petit peu bizarre, quoi. En fait, pourquoi elle se serait arrêtée un siècle, si elle avait déjà compris? Voilà, je crois que je vais m'arrêter sur ma critique de Wonder Woman, qui a été de nouveau un peu longue. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, liker, instagrammer comme j'ai dit avant. C'est un vrai plaisir de vous parler de tous ces films. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Et puis on se dit à bientôt pour la suite de cette fameuse récap DCU. Salut les amis!